Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du Spot, le podcast où on jase de géomatique en prenant un verre. Avec moi, mon fidèle co-animateur Jonathan. Salut Jonathan. Salut. Ça va bien? Ouais, on est décontractés, on prend un verre. Malgré le fait qu'on soit très occupé, là. Ah, on est occupé. C'est la saison, c'est des la acquisitions. saison. Dis-moi, Jonathan, est-ce qu'on a des commanditaires pour ce podcast? Oui, comme d'hab, nos fidèles partenaires, on a AB Tech pour la location d'équipements d'arpentage, logiciels, vente, le service impeccable, toujours aussi impeccable. On a également Balise, Luc, l'archevêché de la géomatique. Et H4G Géomatique, comme d'habitude, acquisition de données par scanner, drone. Et Agence Coda, marketing et géomatique web. Donc voilà. Hey, cette semaine, on reçoit Charles Gignac de l'AQT. Salut Charles. Salut. Salut Charles. Ça va bien? Salut. Ça va très bien, vous? Yes. Yeah. D'habitude, on commence par un chin. Fait que, Ouais, merci d'être venu. C'est une manière de commencer. Et voilà. Donc, écoute, je commence avec notre traditionnelle question. Comment est-ce que tu es arrivé dans le monde de la géomatique? C'est quoi ton parcours? OK. Disons-le simplement, j'ai un parcours qui était assez facile. OK. Au secondaire, des fois, tu te dis qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Moi, j'ai eu la chance de le trouver direct. OK. Fait que j'ai pas hésité. Je me suis tout de suite inscrit au DEC en géomatique. Je savais, j'ai toujours été fan de géographie, toujours fan de cartes. J'aimais aussi l'informatique. Je me suis dit, c'est le match parfait. Fait que je suis allé faire mon DEC à Limoilou en cartographie. Puis ça a confirmé ce que je pensais. Donc, j'aimais vraiment ça. J'ai adoré ça. Mais comment tu pouvais être aussi sûr? Quand tu étais jeune, genre, tu regardais des cartes Les atlas. National Geographic et tout, t'aimais les cartes. Oh, okay. Ouais. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de question qui s'est posée. Ouais, beau, utile. Puis on pourra peut-être y revenir plus tard, mais je trouvais ça pédagogique. Je trouve que c'est un bel outil, une carte, pour diffuser de l'information. Tu sais, on dit une image vaut 1000 mots. Ben, une carte, ça vaut 1000 mots aussi. Ouais, tout à fait. Fait que je trouvais ça complètement génial. Puis tu sais, en géographie, je me débrouillais bien, j'aimais ça. Je me disais, il y a toujours des thématiques, il y a toujours des éléments qui peuvent se rapporter sur une carte. Puis je me disais, ben, va en faire des cartes, genre. Tu as l'opportunité de le faire. Fait que je suis allé de ce côté-là. Terminé ça, je me suis dit, bon, est-ce que je suis à l'aise dans cet aspect technique? Je me suis dit, oui, mais il me manquait un petit quelque chose de plus. Fait que je suis allé faire mon bac à Sherbrooke. OK. Un autre bon choix, selon moi. Le bac en Géomatique appliquée. Ouais, géomatique appliquée à l'environnement. Le programme était relativement nouveau lorsque je l'ai fait. Je pense qu'il en était à sa 4e année. Ouais, OK. Puis, c'est ça, géomatique appliquée. Encore un bon choix en ce sens que c'est vraiment des applications à l'environnement. Fait que moi, c'est ça qui me passionne. Les thématiques que j'utilise et que j'étudie au quotidien sont assez variées. Puis ce bac-là m'a donné la confiance, justement, de dire, OK, je peux comprendre toutes sortes de phénomènes, de la foresterie, de l'agriculture, le milieu urbain, grâce à la géomatique. Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, moi, j'ai fait quand même une partie du cursus de maîtrise en fait, j'ai fait le DESS de deuxième cycle, tu sais. Ouais. Puis, en effet, tu sais, je pense que l'Université de Sherbrooke, ils ont vraiment un bel aspect... tu sais, je pense que l'Université Laval reste définitivement intéressante pour tout l'aspect foncier et tout, là, mais l'aspect environnemental de la géomatique appliqué à l'Université de Sherbrooke, moi, je trouve qu'ils ont vraiment fait une belle job pour monter un beau programme. Là. Ouais, puis l'utilisation d'open source aussi est bien. Ouais, Parce que d'autres universités n'ont pas tout à fait intégré, pas tous, ou peut-être maintenant oui, là. Mais ouais, en tout cas, j'ai trouvé que c'était un très beau programme pour la géomatique appliquée. Effectivement. Puis le corps professoral là-bas, c'est des expertises variées, fait que ça, c'est vraiment complémentaire. C'est qui ton prof préféré? Je me commets pas. Non, en fait, il y a plein de monde qui m'ont influencé, là. Vraiment, que j'oserais pas dire un nom. Vraiment, parce que j'en trouverais pas un préféré, mais il y a vraiment. Ben, tu vas sûrement nous dire celui qui s'occupait de ton mémoire puis de ton doctorat aussi. Oui, ben, c'est ça. Je suis pas encore rendu à la maîtrise. Ça doit sûrement être ton préféré. Bon, OK. Laisse continuer. Par la suite, avec le bac, je me suis dit, bon, OK, j'ai les outils pour bien comprendre le monde autour de moi, mais je voulais aller un petit peu plus loin dans la recherche. Fait que je suis allé faire la maîtrise à l'INRS, à Québec. Dans le fond, l'INRS Route-Terre Environnement, avec Monique Bernier puis Karim Chokmani.
OK. Donc là, je me suis spécialisé sur l'étude de l'Atlas. En fait, ma maîtrise, ce n'était qu'avec Monique. OK. Et mon doctorat était avec Monique et Karam. OK. Les deux sur l'Atlas, 2 regards différents. Le premier, c'était avec l'utilisation de l'imagerie radar. Donc, essayer de cartographier ce qui se passait autour des infrastructures au Nunavik. OK. Les communautés là-bas reposent beaucoup sur leurs infrastructures maritimes, pour tout le cargo, la livraison. Ouais. Donc, de comprendre la dynamique de la glace puis les impacts que cette glace-là peut avoir sur les infrastructures, c'était mon boulot OK. de maîtrise. OK. C'était quoi des images de quel radar? De Radarsat 2. Radarsat 2. Donc, c'était le Canadien. Là, on avait une entente avec, je pense que c'était MDA puis l'Agence spatiale là, pour obtenir des images. Ouais. Je faisais ça avec Transport Québec parce que c'est eux qui chapeautaient le projet. Okay. Fait que ça m'a permis de créer à la fois une expertise là-dedans, des savoir-faire, mais de développer un réseau de contacts aussi. Puis, dans le fond, tu as fait ta maîtrise sur ça et ton doctorat sur le même sujet que tu as poussé un peu plus loin, dans le fond? Mon doctorat, j'étais toujours sur les glaces, mais cette fois-là, je suis allé avec d'autres types d'imagerie. Okay. L'imagerie optique et l'imagerie micro-ondes. OK. Puis j'ai regardé un peu la perspective de la modélisation statistique. Ouais, c'est de voir la probabilité qu'une telle condition de glace survienne versus une autre. Donc ça m'a permis d'aller chercher encore une expertise de plus qui s'applique à toutes sortes de domaines. C'est la beauté de la géomatique. Tu apprends à faire un modèle de probabilité pour un phénomène X, mais il est transposable à un autre phénomène, moyennant certaines ajustements, là, mais c'est toujours possible. Petite capsule théorique, là. Pourquoi le radar, c'est intéressant pour tout ce qui est glace? Parce que c'est tout le temps ça qui revient. Là. Quand on fait de la glace, c'est beaucoup le radar. Puis on ce qui fait est H2O, dans le fond. Ouais. L'exemple classique, ouais. Quand on essaie de justifier pourquoi utiliser le radar, ouais. Puis là, les gens en agriculture ne seront pas contents, mais c'est que, en fait, pensez à une région comme la baie du Thon, où je faisais justement mes études. Si on prend un satellite dans le visible, là, c'est constamment nuageux. Il n'y a rien à voir. Okay. Si on voit un village, on a de la chance. Okay. Le radar passe au travers. Okay. Fait qu'on n'a plus cette limite-là du nuage. On passe au travers de l'ennuagement. Puis ça a aussi la capacité d'interagir avec ton médium. C'est que quand tu arrives dans ta glace, ton signal radar, ben, il va interagir selon que ta glace est complètement à une neige qui est mouillée sur le dessus, s'il y a un taux d'une certaine salinité, s'il y a encore présence de sel, parce que c'est de l'eau de mer, ou si tout ça a été drainé, ça réagit différemment. Okay. Fait que ça te permet aussi de caractériser quel type de glace tu as. Ah ouais, OK. Fait que c'est quand même intéressant d'avoir un regard et de dire, ben, ça vient de l'espace, ce truc-là, puis ça me permet de voir ça. Ouais. C'est vraiment bien. Puis dans le fond, j'imagine les algorithmes de catégorisation sont déjà... c'est bien connu, dans le fond, pour... C'est un travail jamais terminé. Ouais. Évidemment. C'est comme, on peut toujours l'améliorer. Puis, dans le monde de la télédétection, l'observation de la Terre, comme vous utilisez le LIDAR, là, c'est tout le temps en train de se raffiner. Les résolutions se raffinent, les densités de points se raffinent. Donc, on est toujours en train d'ajuster à la nouvelle situation de nos algorithmes. C'est quoi le dernier satellite qui est utilisé, mettons, pour le radar? Est-ce qu'il y a un nouveau Radarsat? On est rendu combienième, là? Si on s'en tient au Radarsat, parce que là aussi, tu as des fréquences, mais la fréquence C, qui est celle de Radarsat, 5 GHz, qui est la C pour compromis. Ça, je l'ai appris plus tard que tôt. Mais c'est comme un compromis entre une fréquence qui te permet d'éviter que ton signal pénètre trop dans ton médium. Question théorique, comme on disait tantôt. Oui, bien sûr. Mais, c'est ça. Le Canada a lancé Radarsat 1. Radarsat 2. Et là, le petit dernier, c'est la constellation Radarsat. OK. OK, c'est un train, en fait, de satellites. Ce n'est pas qu'un seul satellite. OK. Fait que ça se modernise, ça s'entretient. Puis il y a toutes sortes d'autres pays qui lancent des capteurs. Puis dans les dernières années, c'est un essor du privé dans le radar. Ah ouais? Qui est intéressant. Wow. Okay. Ben, le Canada est quand même un peu précurseur là, dans tout ça, hein, je pense. Ben, on est pas mal du radar. leaders. Dans le radar, hein? Ouais. Sans prétention, je pense qu'on est quand même assez fort. Les Allemands sont extrêmement forts aussi avec DLR, leur agence spatiale. Mais oui, on est un des gros joueurs. J'avais le feeling aussi qu'on était relativement fort dans tout ce qui est capteur infrarouge thermique. Entre autres, là, je pense au télescope James Webb, je pense qu'il y a des équipes canadiennes qui ont été impliquées. Évidemment, là, on regarde des étoiles et non pas de la Terre, là, mais... Oui. J'avais l'impression qu'on avait une bonne expertise dans l'infrarouge thermique au Canada. Tu vois, je ne m'avancerai pas là-dessus. OK. Ne sachant pas trop quelles sont les expertises qu'on peut avoir. Mais
tu as raison en parlant de l'agence qui est impliquée dans le télescope James Webb. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu le tournes de côté. Ben, c'est ça. Exact. La Terre, exact, c'est ça. Ça reste un peu la même mission au final, c'est d'observer de loin. Exact, c'est ça. Donc, Okay. Oui. Très intéressant. Puis, ça fait combien de temps que tu es, en fait, membre de l'AQT et président de l'AQT? OK. Membre, ça date de 2008. OK. J'étais au bac, c'est ça. 2008. J'étais curieux. Je suis rendu au congrès à Trois-Rivières. J'ai levé ma main. Puis j'ai dit, moi, ça m'intéresse. Puis depuis ce temps-là, je suis sur le CA. J'ai pas décollé. OK. Je décolle pas. T'étais étudiant, t'étais sur le CA? Ouais. OK. Ouais. J'ai été étudiant. C'est quel genre de monde qu'il y a là? Puis c'est... je te dirais que ça évolue tranquillement. Ouais. C'était beaucoup, et ça reste beaucoup, une institution qui est très académique. Ah, c'est Okay, ça. le membership, je te dirais le noyau dur, là, c'est beaucoup le milieu académique. OK. Mais ça commence à prendre un essor un petit peu différent. On fait des efforts en ce sens-là pour aller chercher l'industrie puis aller chercher les gouvernementaux aussi. Évidemment, on fait appel aux étudiants aussi, Mhm. la relève. Donc, c'est ça. On essaie de se diversifier, mais à l'origine, c'était très, très, très académique. Académique qui, j'imagine, un petit peu, justement, institutionnel, là, tu sais, les agences spatiales, puis ce genre de exact. services-là. Mm-hmm. OK. C'est On quoi a eu- l'objectif un peu de l'AQT? C'est quoi que Je te dirais, c'est mettre en valeur le plus possible l'observation de la Terre. Toutes ces capacités d'observation de la Terre, c'est un milieu qui est méconnu. C'est une application qui est méconnue malgré le fait qu'elle soit démocratisée. Mhm. Puis qu'elle se démocratise de plus en plus. Puis je pense que on fait le parallèle avec la géomatique plus large, là. Tu sais, aujourd'hui, les gens peuvent mettre la main sur des données, sur des images. Mais tu dis qu'elle est démocratisée dans quel sens? Que les données sont plus diffusées ou que les outils sont plus faciles d'utilisation? Les deux. Je te dirais que tu sais, les Américains ont ouvert l'accès à l'ANSAT, les Européens à toutes les données Sentinelle, les capteurs Sentinelle. Ouais. C'est que ça devient de plus en plus disponible. On a des plateformes, le bon vieux classique de Google Earth qu'on dit quand on essaie d'expliquer à notre cousine ou à notre grand-mère qu'est-ce qu'on fait. Mais tu sais, je veux dire, au quotidien, les gens finissent par utiliser des données géospatiales de plus en plus. Mhm. Ben- C'est dans leur téléphone, c'est dans leur ordinateur, leur tablette, c'est partout. Mais la nuance importante, c'est de dire, ben nous, en tant qu'experts, c'est pas juste la visualisation qu'on fait, là, on essaie de comprendre comment c'est acquis, comment on peut transformer tout ça, puis donner de la valeur ajoutée à tout ça. Fait que l'AQT est un peu là pour dire, ben on s'affirme, on dit, ben voici l'expertise, c'est quoi? On essaie de valoriser cette expertise-là, puis de communiquer aussi avec des gens de divers domaines. Fait que ça, c'est le genre d'activité. On essaie de se brancher avec des gens en foresterie, en agriculture, des gens qui travaillent sur la cryosphère. Fait que d'essayer de jouer un peu le C'est rôle vaste. de catalyseur. Ouais. Mais en fait, je vais faire ma partie éditoriale. Ça va te permettre de prendre de la bière en même temps. Mais en fait, tu sais, c'est intéressant ce que tu disais tantôt, tu sais, que oui, les données sont de plus en plus disponibles. Puis tu sais, moi, je vois l'émergence, par exemple, d'outils comme Google Earth Engine, qui Ouais. peut... tu sais, je pense qu'il vient vraiment démocratiser beaucoup. Puis tu sais, même... Ben, dans- est-ce que tant que ça, tu sais, tu connais-tu quelqu'un qui n'est pas en géomatique qui utilise Google Earth Engine? Ben, non, ben en fait, tu sais, je pense que la télédétection était Ouais. pas utilisée même par les géomaticiens quasiment. En effet. Il y a quelques, tu sais, il y a peut-être une décennie, là. Mm-hmm. Mais c'est ça, en fait, puis en fait, ça rentre dans là où je m'en vais, c'est, tu sais, on en parlait justement avant le podcast, mais tu sais, moi, j'aurais de la difficulté à te nommer, tu sais, 5 entreprises qui font de la télédétection au Québec. Fait que tu sais, j'ai l'impression que oui, le milieu privé voit ça un petit peu, mais j'ai pas l'impression que c'est tant que ça intégré dans les firmes privées, ou du moins j'en connais moins. Puis l'aspect que je vois, c'est que dans les firmes privées, on est encore beaucoup, je pense, dans l'acquisition en télédétection. Fait que tu sais, comme l'aspect drone, l'aspect... mais tu sais, le traitement en tant que tel... En tout cas, peut-être... Ben, le traitement, moi, je pense que aussi... Ben, je pense que qui a vraiment pris la télédétection d'assaut là, au niveau du privé, c'est le drone, je pense. J'aurais tendance à dire ça. Ouais, mais c'est quoi ton... C'est quoi ton take là-dessus? ton take là-dessus? Ben, On te met un peu on the spot, hein? non. C'est super intéressant. Puis en fait, c'est vrai que c'est comme un boom en ce moment. L'accessibilité aux données, aux capacités de traitement,
l'info nuagique, c'est complètement fou ce que ça a fait. Fait que là, tu parlais de Google Earth Engine. Oui, c'est encore les experts qui l'utilisent. C'est ça. Tu sais, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui va aller coder sur la plateforme de Google Earth Engine ou utiliser l'API Python pour se développer des codes. Néanmoins, ça démocratise l'accès. C'est directement connecté à d'immenses bases de données. Tu n'as plus besoin de télécharger. Tu peux tout faire rouler sur les serveurs de Google qui sont considérablement plus rapides que ton petit ordi à la maison. Fait que ça permet de donner l'accès à des capacités qu'on n'avait pas avant. Fait que ça, c'est génial. Pour ce qui est des drones, c'est... Moi je vois ça à 2 tranchants, les drones. Puis, tu peux l'utiliser, le drone, pour le fun. Il y a des gens qui l'utilisent pour le fun, le drone. Quand tu l'utilises dans le cadre de tes opérations, ça a un potentiel énorme. Puis c'est quand même, comment je dirais, le drone, tu peux savoir le faire voler. C'est un peu ce qu'on disait tantôt. Tu peux savoir le faire voler, mais extraire l'information en valeur ajoutée que tu veux après, c'est une autre paire de manches, puis ça demande encore une expertise. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un peu le paradigme entre cette nouvelle démocratisation des données versus la barrière posée par la capacité à obtenir quelque chose de ces données-là, autre que de la visualisation. Ouais. Fait que l'aspect visualisation reste super intéressant. On va pas se le cacher. C'est ça. Mais... On parlait de démocratisation. Maintenant, il y a... Bon, premièrement, le drone, ben déjà là, c'est une forme de démocratisation parce que maintenant, piloter un drone, c'est tellement facile. Ça, c'est une chose. Là, après, puis même que maintenant, tu as des drones en bas de 250 grammes. Ouais. Là, ils vont commencer à sortir des capteurs qui vont être intéressants pour ça. Là. Mais après ça, tu as des gens comme, par exemple, qui font de la volumétrie des gens dans des carrières. Il y a du monde qui s'achète une solution là, intégrée. Là. Ils ont le drone RTK. Ils leur disent, mets ta base, fais ci, fais ça, fais ça. Envoie le drone, fais ton polygone, envoie le drone, rentre le data dans ton CRM, puis le reste, ça se fait tout seul. Là, la volumétrie, elle se fait. C'est des données qui sont opérationnalisables d'une manière quand même assez conviviale. C'est ça. Effet. C'est très convivial à ce niveau-là pour ce type d'affaires-là. Même affaire au niveau du multispectral. Maintenant, les agriculteurs peuvent aller saisir de la donnée très facilement par eux-mêmes. Puis il y a des CRM qui vont leur sortir des NDVI, des indices. C'est ça. Je pense que la portée de ces données-là est d'autant plus grande aujourd'hui. Mais il faut quand même être capable de les interpréter. Il y aura toujours cette limite-là, selon moi. Ben, moi, c'est ça mon questionnement. Comme supposons... Bon, je comprends que, on peut utiliser, par exemple, Pix4D pour faire de la photogrammétrie et tout, là, mais est-ce que, est-ce qu'au Québec, on a des entreprises qui sont dans l'expertise, justement, algorithmique là, en télédétection? Puis là, je parle pas d'acquisition, là, je parle vraiment juste de dire, bon, ben regarde, on est capable de prendre de l'information acquise, là, du satellite ou du drone ou quoi que ce soit, et sortir des choses de ça, ou c'est vraiment... Ça reste encore le milieu académique qui s'occupe de ça. Bon, ma perception là-dessus, c'est que c'est encore le milieu académique qui domine le milieu au niveau du développement algorithmique puis des traitements. Parce que pendant longtemps, ça a été les gouvernements, le milieu académique et les gouvernements qui lançaient les capteurs. OK. Tu sais, Radarsat, c'était le gouvernement du Canada avec MDA, bien sûr. Il y avait des partenaires, mais généralement, c'était sous le chapeau gouvernemental. Fait, c'est la même chose en Europe. C'est des agences, des grosses agences gouvernementales qui développent Snap, par exemple, tous les logiciels de l'ESA. Ben, ça découle du capteur parce que ça te prend une connaissance intrinsèque de tes capteurs pour être capable de faire le logiciel qui va marcher comme il faut. Ceci dit, il y a des compagnies comme Efigis qui font de la R&D, Dromadaire, Géo Innovation, qui font de la R&D. Ah, ils existent encore, eux? Ma connaissance, oui. OK. À moins qu'il y ait un changement. Pas entendu parler, c'est possible que je n'ai pas été informé d'un changement. OK. Mais tu sais, oui, il y a des boîtes qui l'utilisent. Puis les drones ont ouvert ce marché-là aussi. Okay. Parce que de plus en plus, si tu es capable d'acquérir ta donnée toi-même selon tes propres critères, puis tes propres conventions de traitement puis d'acquisition, ben là, tu as un contrôle sur ce que tu as. Puis tu es capable après ça de traiter. Puis généralement, ça va être de la donnée dans le visible. Ça va être du RGB, peut-être du proche infrarouge, peut-être du thermique si tu as les moyens de te payer le capteur thermique, peut-être du lidar ici et là. Mais tu sais, c'est toi qui contrôles tes paramètres d'acquisition. Fait que ça te donne une capacité de traitement. Puis si tu te connais un peu en Python ou
en programmation, mais tu peux faire des choses super intéressantes avec des trucs qui sont accessibles. Okay. Plus nécessairement des logiciels propriétaires qui coûtent très cher. Là. Mais si on en reste plain en bon français au développement algorithmique, moi je pense tout de suite à PCI, à Gatineau. Oui, à Gatineau. Eux, c'est beaucoup le développement logiciel puis le algorithmique, justement. C'est un des gros joueurs dans ce domaine-là. OK, c'est intéressant. Puis, c'est avec eux qu'on a étudié les détections. Oui, je pense que oui. En tout cas, au Québec, là, c'est pas avec Envy. PCI est partout. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis il y a du monde qui arrive d'ailleurs puis ils disent moi j'ai appris sur Envy. Nous autres, c'est ça. Nous, on était égratigné Envy, mais à part de ça, on n'est pas allé plus loin. Puis je me demandais, tu sais, en termes d'algorithmie, là, actuellement, ça ressemble à quoi, tu sais, comme la classification, je dirais, un peu plus traditionnelle versus computer vision, qui, j'ai l'impression, est comme le gros trend actuellement. Là. Ouais. Ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on est encore plus dans la classification traditionnelle ou on s'en va vraiment vers du deep learning puis de la computer vision? Le deep learning. Deep learning, c'est hallucinant. Le nombre de papiers qui sont publiés là-dessus, le nombre d'applications qui sont faites. Puis, tu le dis, c'est trendy. Ouais. C'est un peu les Anglais disent Shiny Object Syndrome, le syndrome de l'objet brillant. Là. C'est à la mode. Ouais. T'sais. Fait que le piège, c'est que des gens utilisent des algorithmes et qu'ils ne comprennent pas vraiment. Ouais, ça peut toujours arriver. Mais dans l'ensemble, là, c'est que tu vois des recherches, des segmentations sémantiques. Là. C'est vraiment avec des modèles, des réseaux de neurones. Puis ils poussent ça à l'extrême. Là. Mais c'est sûr que ça te prend énormément de données d'entraînement. Puis c'est toujours ça le nerf de la guerre. Ouais, c'est ça. Fait que, nous autres, on se positionne là-dedans. On essaie de former, de donner des formations. Les formations en deep learning, on en a donné 2 à date avec le QT, qui ont bien fonctionné. Puis, tu sais, l'essor des nouvelles plateformes de traitement, genre la Google Colab ou des affaires comme ça, ça permet de rendre ça accessible. Parce qu'évidemment, tu sais, c'est pas tout le monde qui a un GPU à la maison pour faire rouler des gros calculs de même. C'est ça. La QT donne des formations en passant? Généralement, c'est en marge du congrès. On tient notre congrès aux 2 ans. Puis là, soit avant, soit après le congrès, on tient une formation. Thématique. Il y en a-tu un cette année? 2023. C'est 2023 prochain? Oui. On travaille là-dessus. Ça serait où et quand? Ça reste connecté. On vise Gatineau. OK. Puis on essaierait de faire ça autour du mois de juin, mais c'est à confirmer encore. OK. Intéressant. Puis, tu sais, comme, juste pour terminer sur classification versus computer vision, est-ce que, d'après ton spectre, là, d'après ce que tu as vu, est-ce que... j'ai pas le terme français, là, mais est-ce que le computer vision, il deliver? Est-ce qu'il livre la marchandise? Est-ce que c'est vraiment, tu sais... C'est-tu juste un buzzword ou vraiment on est en train de révolutionner la patente? Je me positionne entre les deux. Okay. C'est pas une révolution, c'est pas une panacée, c'est pas parfait. Okay. Ça sera jamais parfait, ça reste des modèles, ça reste des simplifications. Mm-hmm. Ceci dit, oui, c'est en train de changer les choses. Parce que ça... Comment je te dirais ça? Il y a toujours le problème de la boîte noire, c'est que tu vois pas ce qui se passe vraiment dans la machine. Mm-hmm. Okay, c'est un petit peu difficile à saisir comment ça fonctionne. Cela dit, ça te permet d'atteindre des précisions qui surpassent l'humain des fois. Ah ouais, OK. Le hic, puis tu parlais de computer vision, qui sont, en fait, c'est la même chose. Ouais. On ne va pas se le cacher. C'est juste que souvent, les exemples que tu as en computer vision, c'est les images de petits chiens ou les images de chats. Ouais. Tu sais, c'est des banques d'images plus génériques. Ouais. C'est pas les images hétérogènes à la photo aérienne ou à l'image radar. Là. Fait qu'il y a un défi d'adaptation, mais c'est tout à fait possible d'aller chercher des précisions qui sont impressionnantes puis qui surpassent ce qu'un humain ferait à l'œil. Puis, tu sais, en termes... Parce que, tu sais, moi, l'intérêt que je vois dans ça, c'est, tu sais, on en a parlé avec plusieurs invités ici, mais, tu sais, il y a une pénurie de main-d'œuvre, là. Ouais. Est-ce que, tu sais, l'arrivée de, justement... des capteurs haute précision avec des algorithmes de computer vision pourraient dire, bon, ben, on va régler une partie du problème, tu sais, je sais pas moi, juste ben, ce que tu disais, là, entre autres, là, tu sais, les carrières où est-ce qu'on fait de la volumétrie, là, que c'est rendu user-friendly. Est-ce qu'on pourrait penser, à un moment donné, arriver avec, je sais pas moi, dans le milieu de la construction,
OK, passe ton drone, on a la computer vision, ça va t'établir tes lignes de je sais pas moi, tes lignes de voirie ou je sais pas, tu sais, des choses comme ça. Alléger les traitements Ça quotidiens. vectorise. Ouais. Non, ça, j'ai aucun doute que ça se fait déjà. Il y a probablement quelque part quelqu'un qui a développé un algo pour ça puis qui a ça d'opérationnel. C'est sûr que tu peux alléger les traitements puis alléger des tâches sur le terrain à partir de ces informations-là. Mais des fois, il faut que ça sorte. Tu sais, comme il y a du monde qui ont justement, tu sais, qui ont planché sur compter des arbres, des trucs comme ça à partir du lidar, tu sais, avoir le squelette des arbres et tout, avec le deep learning. Mais j'ai comme l'impression que c'est resté sur des tablettes d'université. Ça, c'est un des pièges. C'est un des pièges avec les développements comme ça, c'est quand ça reste sur la tablette, là, ça prend la poussière virtuellement. Puis qui s'est pas appliqué. Tu sais, des fois, tu as des développements qui sont complètement géniaux, mais qui sont oubliés parce que ça a été publié dans un seul papier, puis finalement, ben, c'était pour un ministère ou une direction quelque part qui, eux, l'utilisent, mais après ça, ben, ça n'a pas été mis publiquement. Mais comment que ça pourrait changer ces affaires-là? Je trouve qu'il y a trop de trucs qui est dans le milieu universitaire qui ne sortent pas, qui sont vraiment très intéressants en plus. Il y a des... Par l'AQT. Ça pourrait être notre première job, de diffuser des informations comme ça. Mais dans les dernières années, des plateformes de diffusion sont apparues. De partage de code, des GitHub et compagnie. Déjà là, ça, c'est un pas vers l'avant. Là. C'est-à-dire que tu développes tes affaires, puis il y a des publications qui le demandent. C'est-à-dire que si tu publies quelque chose qui a un code sous-jacent, tu dois le publier, le rendre publiquement disponible. Déjà, ça, c'est extraordinaire. Je pense à d'autres plateformes en deep learning particulièrement. Tu as un site qui s'appelle Papers with Code. Fait que là, tu as le papier, tu as le code. Ah ouais, OK. Puis tu as plein de gens qui essaient de reproduire le code. Puis tu as plusieurs instances de ce code-là. Puis tu es capable d'aller chercher cette information-là. Fait que je pense que l'échange se fait de plus en plus. Avant, c'était des chasses gardées, c'était très fermé. Là, je pense que c'est en train de s'ouvrir, tranquillement mais sûrement. Le feeling que j'ai, en fait, c'est des choses qu'on a déjà discutées, mais tu sais, en computer vision ou en deep learning, le gros enjeu, c'est la généralisation du modèle. Tu sais, est-ce qu'on arrive à des... Tu sais, j'imagine que, oui, identifier des arbres en milieu de forêt boréale avec tel modèle, tu réussis à le faire. Mais est-ce que ça reste... Est-ce qu'on est rendu avec des modèles qui, tu sais, sont capables de généraliser... OK, j'amène ça dans la forêt amazonienne, puis ça... Pas vraiment, hein? Moi, je te dirais pas vraiment. Ceci dit, la nature du modèle, l'idée derrière le modèle, elle, il faut qu'elle soit transposable. Elle, il faut qu'elle soit généralisable. Après ça, le nerf de la guerre, c'est à donner l'entraînement. C'est ça. Si tu feeds ton modèle, excusez l'anglicisme, si tu nourris ton modèle comme il faut, avec les bonnes données, il y a de fortes chances que ça marche, que ça puisse être transposé. Mais oui, c'est effectivement un piège de dire, bon, mais mon modèle marche ici, tu te déplaces 3 km à côté, ça marche plus. Ça, c'est un piège. Mais il n'y a pas un concept en intelligence artificielle, là, j'oublie le terme, là, mais qui dit tu peux partir d'un modèle existant, puis le réentraîner sur de la nouvelle donnée, puis là, ça va... c'est le réentraînement. C'est le réentraînement? OK. Exact. Fait que si tu pars d'un modèle qui identifie des arbres, tu l'amènes, puis tu y montes des arbres de forêt amazonienne, puis ça pourrait... En fait, là, tu pars d'une connaissance a priori. Fait que tu dis, OK, lui, tu le sais qu'il est bon pour identifier des arbres, mais certains arbres spécifiques. Ceci dit, il a déjà identifié les paramètres clés à ajuster, tu sais. Fait que tu dis, pars de ça, au lieu de partir de zéro, puis complètement chercher à partir de zéro, puis essaie de t'adapter à la nouveauté, à la nouvelle donnée que je te donne. Fait que ça allège le traitement, ça te permet d'arriver plus vite, de converger plus vite vers un modèle qui est bon. C'est intéressant, ça. C'est un beau joujou, l'intelligence artificielle. En tout cas, ça me semble quand même si c'est un buzzword prometteur. C'est ça. Faut pas juste l'utiliser pour dire qu'on l'utilise. Faut comprendre ce qu'on fait. Puis je suis loin de prétendre comprendre tous les rouages de cette machine-là parce que c'est assez complexe. Quand ils te donnaient des formations, des fois, tu sais, comme une formation de 2-3 jours à l'université, là, tu voyais le prof, là, il était là, puis il codait en Python, là, tac, 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 là, tu fais ça, pac! Puis là, il était là, et voilà, merci d'avoir assisté à mon cours. Donc, on importe C'était 2 jours, genre. TensorFlow. Il était sur PyTorch, là, puis là, ta. C'est enseigner ça.
En 2 jours. 2 jours. Non, tu peux pas faire ça. Ben, c'est ça. Tu peux te donner des rudiments, des bases, des trucs assez simples. Le best, c'est les tutoriels. Faut pas se le cacher. Moi, c'est comme ça que j'apprends. Ben oui, tellement. C'est ça, tu sais, j'écoutais... justement, là... J'écoutais un tutoriel qui était donné par le Cédrin à Matane sur, justement, le computer vision. Puis, tu sais, eux, leur approche, je trouvais ça pas fou parce que, tu sais, ils veulent quand même, comme, démocratiser un petit peu le computer vision. Puis, tu sais, c'est de dire, ben, t'es pas obligé nécessairement de comprendre une voiture dans son entièreté pour la conduire. Fait que tu sais, t'as pas besoin nécessairement de comprendre l'entièreté de l'algorithmie pour entraîner un modèle. Puis, tu sais, je pense que c'est quand même une vision qui est relativement valide. Après ça, bon, évidemment, faut que tu calibres ton modèle puis que tu regardes c'est quoi sa précision, là, mais... Faut que tu comprennes, pas, comme tu dis, pas tous les rouages mathématiques. Parce que ça... Sérieusement, ça peut te prendre des mois avant de comprendre. Mais comprendre que, OK, l'objectif de ce modèle-là versus tous les autres, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il cherche? Comment est-ce qu'il s'adapte? Comment est-ce qu'il va chercher les meilleurs paramètres? Si tu es capable d'avoir cette vision-là puis de comprendre, ben, ça va te guider dans le choix de tes données. Ça va te guider dans tes orientations, dans tes stratégies d'entraînement. Tu partiras pas à l'aveugle. C'est ça l'histoire. C'est facile de lancer de la donnée et de dire, ben, moi, je clique sur le bouton puis j'attends que ça marche puis ça donne un résultat. C'est pas juste ça, tu sais. Le mécano, lui, est capable d'aller jouer dans les rouages. Mais, tu sais, quand t'as une voiture, tu comprends au moins que telle pièce a un impact, puis telle pièce a un impact, tu sais. T'arrives pas, puis tu dis, ben, un volant, du gaz, j'avance, puis c'est tout, là. Tu sais, il y a d'autres choses, il y a des pièces qui sont en jeu. Comprendre ces pièces-là, c'est pas mal la base. Ça peut se faire. C'est pas obligé d'être un gros cours de mathématiques avancé. Puis toi, de ton côté... tu travailles sur quoi présentement? Ça ressemble à quoi tes projets? Plein de projets. Plein de projets. En fait, c'est ça. Je me suis trouvé un poste de professionnel de recherche à l'Université Laval. Puis dans l'équipe où je suis, les projets sont très variés. Puis j'ai la chance, moi j'aime ça, de passer du coq à l'âne. Là. J'adore ça. Fait que, comme je te disais tout à l'heure, je travaille sur les aérosols. Propagation des aérosols. Après ça, j'ai mon projet sur l'Atlas, cartographie de l'Atlas. Après ça, développement d'une application d'alerte alerte précoce sur la météo pour les communautés inuites. Ah ouais. Fait que tu sais, du développement web. C'est quoi ça, alerte précoce? C'est comme on dit, bon, ben, par exemple, attention, les conditions sont propices à un débordement côtier, par exemple, ou à une tempête de neige, ou quelque chose comme ça. Fait que ça envoie une alerte aux autorités locales qui vont prendre des actions considérant l'alerte qui a été envoyée. C'est quand même assez simple, grosso modo. Là. Mais on va puiser sur des WMS, WCS à gauche, à droite. Donc, aller chercher de l'information un peu partout, intégrer ça dans une plateforme. Puis le développement, autant le back-end que le front-end. Donc, de rendre ça joli et fonctionnel. Fait que c'est des beaux défis. Puis, écoute, c'est plein de projets variés comme ça. On travaille sur aussi la détection du domaine bâti. Donc, toute la détection des bâtiments, caractériser le nombre d'étages des bâtiments. On utilise le lidar en façade pour essayer de trouver les ouvertures basses sur les bâtiments pour voir, dans le cas d'une inondation, à partir de quel niveau d'eau il risque d'avoir des dommages dans un sous-sol. C'est intéressant ça parce que j'ai comme vu passer une nouvelle de je pense, Géosapiens. Oui, il y a Géosapiens aussi. Qui travaillait là-dessus. Là, puis je pense, justement, tu parlais... avec eux? Non. Puis quand tu travaillais avec Carême, est-ce que tu travaillais avec eux? Non, je n'étais pas avec eux, mais j'étais bien au fait de ce qu'ils faisaient. Là. Puis H.M., qui est le... Je sais plus si c'est PDG le titre. Là. Je pense que oui, H.M. Agili, il a été à l'AQT. Il était sur le site de l'AQT. Il y a plein de monde qui ont été sur le site de l'AQT. Il y a juste moi qui ai collé pendant... C'est comme ça que tu es devenu président? En 2017. 2017? À Montréal, oui. J'ai été vice-président avant. Le reste du temps avant, j'étais représentant étudiant. Après ça, j'ai osé aller à la vice-présidence. Puis après ça, la présidence, petit syndrome du charlatan. Tu te dis, je suis même trop jeune pour ça. Mais écoute, on m'a dit, on m'encourageait à y aller. Puis depuis ce temps-là, depuis 2017, je suis là. OK. Puis je pense qu'on en a parlé un petit peu tantôt, là, mais j'aimerais ça approfondir un peu là-dessus. Là. Ça ressemble à quoi le membership de l'AQT? On parlait pas mal institutionnel. Non, mais les genres de personnes, comme, j'imagine de l'institutionnel beaucoup. On a parlé de un peu de privé aussi. Un petit peu de privé. Y a-tu beaucoup d'étudiants qui sont membres de l'AQT? Oui, OK. Ouais. Je te dirais un quart étudiant, une demi
avec du monde académique. OK. Ça reste la dominante. Faut pas se le cacher. Puis on a de l'industrie, on a du gouvernement. OK. Puis c'est une base fidèle. C'est ça qui est le fun. OK. C'est des membres récurrents. Là. Ils sont là, puis ils sont là depuis longtemps. OK. Puis on est quand même capable d'aller chercher des nouveaux membres. Avec les étudiants, entre autres, on joue beaucoup sur on vous offre la première année. Ah fait que là, OK. ils deviennent membres de facto, puis s'il y a un congrès, ben, ils ont un rabais, des choses comme ça. Ouais. Même chose pour les formations. Fait qu'on essaie de fidéliser les membres puis d'aller chercher aussi du nouveau membership. Mais comme je vous disais tantôt, on a une espèce d'ouverture là, qu'on essaie d'opérer, là, d'aller chercher l'industrie plus. OK. Parce que, comme on le disait, ben, ça commence à se démocratiser. Fait qu'on est aussi bien d'embarquer dans le train puis de dire ben on va aller chercher plus de membres possible. Puis notre membership est considérablement pas cher par rapport à d'autres oui, à d'autres associations. Là. On parle de 10 pour un étudiant puis 20 pour un professionnel. OK. C'est correct. Bon prix. Bon prix. C'est modeste. Ça vient, je pense, vous envoyer quoi, une infolettre ou vous avez un... On a un bulletin qui fait des jaloux. Sérieusement. Puis on a... Ça, je profite de la plateforme là, pour remercier l'éditeur Guy Aubé qui est à l'Agence spatiale. Là. Il fait un travail vraiment monumental là-dessus. Okay. C'est un bulletin vraiment qui collige tout ce qui s'est passé dans le monde de la télédétection. Dans l'année, puis des acteurs pan-canadiens. C'est ça qui est le fun. C'est qu'on a du monde de Vancouver qui publie dans notre bulletin parce qu'ils savent qu'on est actif. Okay. C'est bilingue? Il y a les deux langues? C'est encouragé en français puis toléré en anglais, je dirais. C'est-à-dire qu'on va prendre des publications en anglais sans problème. Ouais. Parce que souvent, OK, on a une compagnie. Un des soutiens qu'on a qui vient justement dans le coin de Victoria, je pense que c'est Hatfield Consultant. Puis eux, ils font beaucoup de télédétection puis ils envoient systématiquement un article. Lorsque Guy demande, avez-vous un article à publier? Boum, ça arrive. C'est un des premiers qui arrive puis il n'y a pas de doute là-dessus. Fait que, bien sûr qu'on le prend en anglais, qu'on le publie en anglais. Mais nous, ce qu'on publie, ce qu'on écrit, on le fait en français. Fait qu'eux sont membres, comme sont au BC ou en Colombie-Britannique, puis ils sont membres de l'AQT. Il y a un membre, oui. Il me semble que sur leur site. Donc, vous avez des membres de l'extérieur du Québec, c'est bien. Ça. Absolument. Il y a des membres, évidemment, dans la région d'Ottawa. Les membres gouvernementaux, là, parce que le Centre canadien de télédétection est à Ottawa. Mais veut pas, oui, on a des membres d'un petit peu partout. Puis c'est quoi vous faites dans l'année, mettons? Là, il y a le bulletin. Il y a le bulletin, on a des congrès. Comme je vous disais, notre congrès, il se fait aux 2 ans. Ouais. Okay? Ceci dit, on va s'associer à d'autres événements. Comme là, il y avait le colloque du Centre d'études de la forêt à Sherbrooke en septembre. On a, dans le cadre du colloque, organisé ce qu'on appelle un panel perspective. On donne un regard télédétection sur un domaine. OK. Puis on fait intervenir une personne de l'industrie, une personne du milieu académique, une personne du gouvernement, quelqu'un de nos BNL ou d'un autre organisme. Puis on les fait discuter des grands enjeux de la télédétection, mais appliqués, dans ce cas-là, à la foresterie. On va tenir la même chose en janvier sur l'agriculture. OK. Puis on va en faire un sur la cryosphère, sur la neige, la glace. Fait qu'on se greffe à des événements comme ça pour mettre en valeur la télédétection. Donc dans l'année, c'est pas mal ça qu'on fait. On essaie aussi de pousser des formations lorsqu'on peut. Puis, je me demandais, avec ce que tu viens de dire, tu sais, là, on sait d'où viennent les différents membres. C'est quoi l'intérêt des différents membres? Est-ce qu'on est plus en foresterie, environnement minier, urbanisme? Tout ça. Tout ça. Puis on a des joueurs dans chaque domaine. Je pense, là, tu me parlais de l'environnement minier, je pense à Japosat, qui, eux, travaillent beaucoup là-dedans. Okay. Puis ils sont des fidèles. Ils sont toujours là. Ils nous soutiennent. Puis en foresterie, bien évidemment, on parlait de Richard Fournier tout à l'heure. Ouais. Richard, c'est lui qui a animé le panel sur les perspectives foresterie. Là. Okay. Lui, il travaille beaucoup là-dedans. Il y a des équipes gouvernementales qui travaillent sur les glaces, le Centre canadien des glaces, le Service canadien des forêts. Il y a toutes sortes de domaines en agriculture. Agriculture Canada utilise énormément de données radar, d'agriculture de précision. Je pense à Karem Chakmani avec ses drones sur l'agriculture de précision. Fait que c'est des communautés d'expertise comme ça. Puis ça donne des beaux échanges parce que, justement, tout ce beau monde-là se mélange. Puis les méthodes que tu appliques à un champ donné sont souvent transposables à d'autres champs. Fait que ça donne quand même l'ouverture à des discussions. Tu ne te définis pas, tu ne portes pas une étiquette de par ton expertise spécifique sur un thème.
t'es quelqu'un de télédétection, fait que tu peux travailler sur à peu près n'importe quel temps. Le paradigme il reste le même. Ça Exact. reste capteur, passif, actif, puis des algorithmes pour traiter la donnée. Ouais. C'est pas mal ça. Ouais. Puis c'est quoi, mettons, les industries qui vont pistonner le plus? Qui vont tirer le Puis plus. ceux qui vont être le moins. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est un peu... Tu sais, on y va quand même un peu à l'offre et la demande quand même. Ben, ça dépend de... Il y a des besoins partout, mais il y a des endroits où est-ce qu'il y a peut-être plus de besoins que j'imagine peut-être l'agriculture de précision, peut-être? Je te dirais que c'est un des gros joueurs. Ou est-ce que ça doit se développer beaucoup? Là, je veux dire, l'agriculture de précision, c'est pas juste un drone qui vole. Là. Non. C'est tellement plus vaste que ça. Là, c'est toutes les cartes de nutriments. C'est plein de toutes capteurs sur plein d'affaires. Directement sur la machinerie. Il y a énormément de capteurs posés. Je parlais de télédétection proximale tantôt. Tu sais, littéralement des photos qui sont prises à proximité des feuilles pour dire, OK, détecter une maladie ou pas. Puis après ça, pour l'épandage de fertilisants ou de pesticides, là, il y a énormément d'applications. Puis ça, c'est un champ qui est, contrairement à la foresterie, par exemple, où ça va être beaucoup gouvernemental. C'est beaucoup des normes, c'est beaucoup de l'inventaire. Là, c'est vraiment de l'opérationnel. L'agriculteur veut savoir sur sa terre qu'est-ce qu'il fait. Non, c'est super concret. C'est au jour le jour, c'est de l'opérationnel. J'ai besoin de cette information-là. Ça me permet d'améliorer mes rendements et compagnie. Il faut dire aussi que tu as l'aspect gouvernemental avec Agriculture Canada, qui eux aussi font de la télédétection, de la modélisation. Mais je te dirais, si on cherche un domaine dans lequel c'est en train de faire un boom, là, l'agriculture, ça en est un bon. Fait que supposons qu'il y a des gens en télédétection qui nous écoutent puis qui veulent se partir en business. on va dans l'agriculture de précision. J'oserais dire que c'est une branche d'avenir. Ouais, mais c'est tellement vaste, tu sais. Je veux dire, c'est pas... ça va chercher plein de monde. Là. Ça va pas juste chercher... l'agriculture de précision, là, ça se concrétise en argent directement. Là. L'agriculteur, il veut optimiser le plus ses rendements. Là. Il y a de l'info qui vient de partout, de ce que je comprends, même du sol. Là. Je veux dire, il y a même des capteurs des fois dans le sol. Des capteurs d'humidité, des capteurs de choses. Tout ça, c'est plein de données compilées ensemble. Ouais. Puis, je pense que c'est toi qui l'abordais tout à l'heure en disant... des fois, on avait tendance à dissocier un petit peu l'observation de la Terre puis la géomatique. Mais là, je trouve que le clivage est en train de se fermer. Là. Tu sais, le fossé est en train de se fermer. Puis je pense qu'on comprend de plus en plus que c'est pas juste une source d'information, la télédétection. Ouais. C'est comme, oui, il y a de l'information, mais intègre ça avec tes données géomatiques, tes données au sol, tes données de capteurs au sol, tes données de sonde de température, des thermocoupes que tu as mis au sol, des données d'humidité. Intègre. Ça donne quelque chose de vraiment génial parce que là, tu peux faire des modèles, tu peux comprendre ton environnement. Fait que moi, j'ai toujours vu les deux branches ensemble, mais je sais qu'il y a eu une mentalité où on voyait la télédétection un petit peu à part de la géomatique, puis la vision plus SIG, plus... Moi, j'ai l'impression que la télédétection devient quasiment une composante. T'sais, on parle de genre ville intelligente, ferme intelligente, jumeaux numériques, mine intelligente. T'sais, la télédétection devient un peu une espèce de composante, c'est ton data d'entrée. Puis ce que je vois d'intéressant, moi en tout cas, c'est justement la télédétection. On en parlait tantôt avec Google Earth Engine. Ça en va sur le web. C'est-à-dire, tu sais, comme prends tes données, envoie tes données dans le cloud, on te les traite, puis on te les renvoie, tu sais, souvent dans une application ou dans un... tu sais, t'as même ton application de gestion de tes données avec tes résultats, puis... le traitement, je pense que c'est as service qu'ils appellent, là. Ouais. C'est complètement fou. Il y a des trucs qui se font aujourd'hui qu'il y a 5 ans, je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est genre de l'interférométrie radar, là, sur Internet. Ah ouais, hein? Tu lui donnes 2 dates, il va te chercher les images, puis il te fait un modèle d'interférométrie, de déplacement du sol. Ah ouais. C'est complètement fou. Aïe aïe. Reste qu'il faut que tu comprennes ce qu'il fait. Tu peux pas juste prendre la carte à la fin et dire c'est beau, ça marche. Mais tout ça, avant, t'aurais pris des jours à traiter. Là. Il aurait fallu que tu télécharges les trucs, que tu orthorectifies tes images, que tu filtres tes images. Tout ça est automatisé dans une chaîne de traitement par des pros, des experts qui savent de quoi ils parlent. Tu arrives sur le site, tu dis les 2 dates, puis ça se fait. C'est quand même, là, c'est fascinant ce qu'on peut faire aujourd'hui versus avant. Ouais, c'est vraiment...
Les choses changent. Versus ce qu'on faisait au deck en cartographie. À l'époque. Puis, qu'est-ce que tu vois? Tu sais, là, on a parlé beaucoup de computer vision, mais tu sais, qu'est-ce que tu vois dans les tendances en télédétection, dans ce qui s'en vient en télédétection? Tu sais, moi, de manière générale, on dirait qu'en géomatique, ce que je vois tout le temps, c'est plus de précision, plus d'échelle temporelle, puis plus d'automatisation, j'ai l'impression. Là. Ben, je te dirais que cette tendance-là est respectée dans le domaine de la télédétection aussi. Je le prends avec un grain de sel. C'est super intéressant d'avoir de plus en plus de données, de plus en plus précises, avec des temps de revisite de plus en plus restreints. Mm-hmm. Ceci dit, je trouve qu'on a... Si on focus trop sur l'acquisition de nouvelles données, on oublie ce qu'on a. Ouais. Il y en existe de la donnée, il existe de la donnée historique, il existe des capteurs qui sont là depuis longtemps. Peut-être que c'est pas centimétrique, mais il y a de quoi faire avec ça parce que les problèmes sont globaux. Ouais. C'est le fun d'avoir des visions locales parce que ça permet de comprendre finement comment ça fonctionne. Mais on a toujours des capteurs comme Modis qui ont des visions plus hémisphériques, des régionales, quelque chose de plus gros. Puis il y a un intérêt énorme avec ça parce que ces capteurs-là, ils ont des séries temporelles très intéressantes. C'est la même chose avec Landsat. Landsat, c'est pas pour rien quand on relance tout le temps puis il y a des missions en continuité. Là. C'est parce qu'ils sont capables de dire, ben, depuis 1972, tu es capable d'imager cette place-là puis de voir comment ça évolue. Ça te permet de comprendre des phénomènes, ça te donne un regard que tu n'aurais pas autrement. On parlait d'agriculture de précision, mais Landsat, je sais pas si c'était Landsat ou Spot, mais qui était beaucoup utilisé pour de la macro, dans le fond, en agriculture, là, de savoir qu'est-ce qu'on cultive à l'échelle mondiale, puis c'est quoi les... on était capable d'avoir des cartographies des sols, puis des cartographies de ce qui a été cultivé grâce à Landsat, alors que, oui, la résolution spatiale n'était pas... Non, c'est parce que je veux pas dire que c'est pas une bonne chose. Parce que c'est fascinant ce qu'on peut faire avec les nouveaux capteurs, puis les résolutions qu'on obtient, puis là, il y a un essor en ce moment, c'est la cartographie à l'intérieur des bâtiments. Je trouve ça complètement fascinant, c'est complètement fou. Mais c'est des précisions qui autrefois nous échappaient complètement. Juste voir l'évolution du lidar, la densité des points, comment ça a changé. Là, tu te dis, on voit vraiment le niveau de détail au sol. Là. On est loin de SRTM. Là. Ouais. Fait que, je veux dire, ce que tu peux faire avec ça, moi, je pense juste à un des champs qui me tient à cœur, c'est l'hydrologie. Et après ça, modéliser l'écoulement, puis les modèles de bassin versant, des choses comme ça. Avec du lidar, ça a complètement changé la donne. Là. Trouver il est où ton cours d'eau, c'est complètement fou. Là. C'est fou tout ce que tu peux faire juste avec la donnée brute lidar, là, au niveau de justement de l'écoulement des eaux, là, tous les algorithmes que tu trouves qui vont pouvoir te déterminer ton bassin versant, etc. Puis je pense qu'au niveau du lidar, de plus en plus, ce qui va être utilisé, c'est l'intensité. On va commencer à sortir beaucoup d'informations de l'intensité, ce qu'on faisait pas nécessairement avant. Mais tu sais, moi, quelque chose que je trouve fou aussi, puis on parle de télédétection de précision, mais en fait, on est quasiment tous rendus des capteurs en télédétection aussi. T'sais, moi, je voyais des applications une application justement qui disait, bon, ben on parlait d'agriculture de précision. Hey, prends ton téléphone, pointe-le sur la plante, là, puis on va te donner un diagnostic de c'est quoi l'état de ta plante. Exact. Puis, ou dernièrement, je jouais pour travailler sur des serveurs de tuiles 3D, tu sais, puis les cas de figure qui m'étaient présentés, c'était un gars qui avait scanné une rue avec son téléphone. Oui, ils sont rendus avec des lidars sur les téléphones. Oui, mais justement, tu sais, là, les balayeuses là, qui circulent chez toi, là. Je pense que c'est la deuxième fois que t'en parles dans le podcast. Les Roomba. Eux, là, ils sont dans une cartographie de l'intérieur partout. C'est possible. Ils ramassent la donnée, là. Ben, l'Internet of Things, là. C'est l'Internet des objets, c'est ça. Ça commence à être Sauf fou. qu'ils sont des sensors. Oui. Puis je suis même pas sûr, peut-être qu'ils ont même du lidar dessus. Ben, nécessairement, il faut qu'ils se localisent. Ils ont probablement un laser. Ouais, un one beam, là, mais... Ouais, c'est probablement. Fait que... mais c'est la deuxième fois que j'en parle. Partez pas une conspiration, c'est balayé. Non, mais... Ouais, c'est ça pourrait partir d'une conspiration assez vite. Hein, c'est Bill Gates qui nous espionne avec les balayeuses. balayeuses. Elle t'espionne. C'est tout ce que tu fais. Non, mais en plus, ça peut comprendre la modification de la configuration de ta maison dans le temps. Non. Donc, ça cartographie ta maison. Ouais.
Ouais, ça cartographie Effectivement. ta maison. Parce qu'il y a une base, il sait où la base, puis à partir de là, il dit, ben ça, c'est un obstacle. Ah, les marches sont là, je peux pas aller là. Fait que, il y a quand même quelque chose. Tout à fait. Il y a quelque chose d'intéressant là. Cela dit, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Je sais pas. Je m'avance. Ça, c'est un autre débat. Il faudrait quelqu'un, Ouais. justement, spécialiste en la matière. Exactement. Peut-être, c'est un petit peu champ gauche de la géomatique, mais peut-être quelqu'un en sécurité des données, là, ça pourrait être... Ben, c'est champ gauche, pas tant que ça. Tu sais. Le géospatial est tellement important. Hein. Ouais, exact. Je veux dire, la géolocalisation, où est-ce que tu t'en vas, que, tu sais, ça cartographie en quelque sorte tes habitudes de consommation. Là. Ouais, tout à fait. Ben, c'est très ça a important, été... je sais pas si c'est dans la direction où vous voulez aller, là, mais tu sais... Alerte Allons-y. COVID, l'application Alerte COVID, c'était exactement ça, là, la crainte. C'était ça l'enjeu, ouais. Genre, Ouais, OK, ouais, vous êtes ouais. en train de me suivre. Là. Ouais. Ouais. Si tu te renseignes un petit peu après, tu te rends compte que ça marchait par Bluetooth, puis tu regardes la localisation Bluetooth, tu fais OK, ils me suivent pas. Ouais. Ils ont aucune c'est ça. idée où je suis. Mais ça, il y avait aussi un débat au niveau des travailleurs qui se faisaient géolocaliser. Tu sais, il y avait eu ce débat-là, puis je pense que finalement, tout le monde a laissé tomber le projet parce que c'était un peu trop controversé. Là. Ben, il y a des industries dans lesquelles, non seulement le travailleur, tu sais, des industries à très, très gros risque, là. Je pense où est-ce que les travailleurs ont des moniteurs sur eux qui non seulement les géolocalisent, mais, tu sais, qui prennent leur pression, leur battement cardiaque, tu sais, dans des industries très à risque. Ouais, j'imagine. Mais, là, pour, tu sais, s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Ben, en fait, là, on arrive dans l'air. Je pense qu'on est déjà dedans, là, de la mégadonnée. Ouais. Le big data, là, ça va être un gros défi. Ouais. Tu sais, je vous disais tantôt, on multiplie les capteurs, puis tu me demandais c'était quoi la nouvelle tendance, là. Ouais. Je te dirais que c'est des CubeSat. C'est les petits satellites, beaucoup plus petits. Ça peut être lancé en quantité. T'sais, on peut en mettre plusieurs dans une navette. Dans une fusée. Dans une fusée, ouais. Je suis encore dans les années 90 avec les navettes. Mais les fusées, tu peux en déployer, tu peux en mettre plusieurs, des petits capteurs comme ça, qui ont vraiment une niche, un champ spécialisé, qui observe vraiment un phénomène précis. Puis c'est intéressant parce que c'est plus juste les agences spatiales qui les développent. C'est rendu des universités, c'est rendu des boîtes privées qui disent, ben moi j'ai mon CubeSat, est-ce que c'est possible de faire le lancement et tout ça? Là, tu te rends compte que, OK, ouais, ça commence à être super intéressant. Justement, tu sais, le fait que le privé s'en va dans le spatial, tu sais, avec des choses comme SpaceX puis Blue Origin, tu sais, j'imagine que ça l'ouvre la porte peut-être à des déploiements de petits satellites privés avec plus de... Je sais pas si ça offre une flexibilité aux gens qui voudraient J'ai dans tendance le à croire que satellitaire. oui. Mais si je ne me trompe pas, la constellation RCM, donc le RadarSat, la constellation RadarSat, ça a été lancé par SpaceX. Par SpaceX. OK. Ah ouais. Donc, c'est parce que RadarSat 2 avait été lancé à Baïkonour au Kazakhstan. Tu sais. Ouais. Fait que, là, ils ont dit, bon, ben, on peut s'arranger probablement avec SpaceX. Ça, c'est lancé en Guyane, je pense, hein, en Guyane française. Les Européens le lancent en Guyane française. Mais je me rappelle plus du nom du site. Canaveral, est-ce que c'est encore utilisé Aucune pour idée. des lancements? OK. J'ai tendance à dire que oui, mais Ok. mon expertise en lancement s'arrête là. C'est pas plus que ça. Plus en Utilise la donnée de ces lancements-là, that's it. Exact. Moi, je prie pour que la navette explose. Encore la navette, la fusée n'explose pas. La fusée n'explose pas. Je sais même pas c'est quoi la différence entre une navette et une fusée, by the way. Je sais pas. Une moi, navette, c'est qu'il faut qu'il y ait du monde dedans, c'est ça? Puis une fusée, c'est... Non, mais c'est parce que moi, j'en vois les Endeavour et toutes les... Celles qui sont capables d'atterrir comme un avion. Je pense que c'est ça. Ah, pour vrai? Ah, ouais. Ils reviennent, puis ils atterrissent comme un avion, tandis que ta fusée, elle atterrit... en tout cas, les fusées SpaceX... Elle crash. C'est ça. quelque Elle part. se désintègre c'est ça. ou la gang de SpaceX sont capables de se poser. Ouais, Quand même impressionnant. Ah, très cool. Faudrait un drone un moment donné, tu sais, comme qui s'en va jusque dans l'espace, là. Moi, je n'ai déjà envoyé un dans l'espace. Ah ouais, tu penses? Non, c'est juste plié. Je l'ai pas retrouvé. Good, hey, merci beaucoup pour ton temps. C'était super intéressant. Puis, si les gens veulent s'inscrire à l'AQT, ils vont sur le site de l'AQT? Oui, laqt.ca. Ah oui, c'est vrai, parce que vous avez un compétiteur qui s'appelle l'Association québécoise Exact. des technologies. Ouais. C'est pas un C'est compétiteur. pas un compétiteur, mais... C'est juste qu'on partage le même nom. Je m'étais Même trompé. acronyme. Je m'étais trompé, puis maintenant, je reçois toutes leurs affaires, quand même. C'est parce que, en tout cas... Mais non, mais... Puis, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui, on est sur Facebook, sur LinkedIn. Snapchat? Non, on n'est pas rendu là. Je viens de dire.
TikTok. Good, ben merci beaucoup. Merci à vous. C'est super intéressant. Ouais, super intéressant. Merci. Jonathan, est-ce que tu veux faire tes remerciements Ah oui, je habituels? le veux. Ben, merci à tout le monde. Merci à toute la francophonie. D'ailleurs, je commence à recevoir un peu de messages des gens en Afrique. Ah ouais. Ça fait super plaisir. Ouais. Ouais. Merci à tout le monde qui nous ont donné du support aussi à l'événement là, qu'on est allé à la au lac GMQ, Géomatique. c'était super intéressant. Allez voir sur nos réseaux sociaux. On va commencer à envoyer des petites capsules. On a déjà commencé, donc on a couvert l'événement. Exact. Fait que allez voir ça. Restez connectés pour tous les événements auxquels on va participer. Merci à nos partenaires. Merci à toi, Charles. Merci à toi, Jonathan. Aux invités, si vous êtes intéressés à venir au podcast, vous avez quelque chose à dire, vous pensez, contactez-nous personnellement, n'importe qui, soyez pas gênés. Puis, si vous voulez également, on est toujours à la recherche de partenaires là, pour pouvoir continuer notre aventure. Donc, si vous voulez avoir un petit peu de visibilité et tout, n'hésitez pas à communiquer avec nous autres. Donc, merci. Eh bien, merci tout le monde et à la prochaine.